Chers amis, chers camarades et chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, Wilsdorf au micro, pour une émission entretien. Vous en avez l'habitude désormais, une émission entretien avec un invité que nous avions reçu il y a de ça quelques mois, même quelques années, c'était en janvier 2021. C'était à l'occasion de la sortie de son livre Danser l'effondrement aux éditions Bergtatt. Je précise d'ailleurs que cette émission est toujours disponible à l'écoute sur notre site radio-mz.org. J'ai la grande joie, donc vous l'avez deviné bien sûr, de recevoir aujourd'hui Raphaël Pomé. Bonjour Raphaël. Bonjour, on doit se tutoyer ou bien c'est bon? Non, on se tutoie quand même. On n'est pas un vieux couple, mais presque quand même, vas-y. Salut. Donc Raphaël, pour te présenter rapidement, tu es philosophe de formation, journaliste, écrivain, donc comme je le disais à l'instant, mais aussi et surtout l'animateur en chef du blog et du journal format papier Le Peuple. D'où l'objet de cette émission, mais pas que. Tu es un lecteur de Peggy, de Chesterton, et tu aimes à te présenter, là je cite, « Je suis chrétien et anarchiste de droite, j'ai un dieu mais pas de maître, journaliste à la tête du magazine Le Peuple, je m'exprime sur cette newsletter à titre personnel avec ma casquette de philosophe et de passionné de littérature. Vous allez peut-être tomber de votre tabouret si vous venez ici pour la première fois, mais je respecterai vos désaccords car j'aime avant tout le débat. J'aime aussi la bonne humeur, la bière, la viande rouge et le squat à la barre fixe, mais sous la parallèle. Je crois que là, en termes de présentation, c'est difficile de faire mieux et de montrer à quel point tu es un personnage, je dirais, optimiste, qui croque la vie à pleines dents et qui aime, et qui a l'esprit polémique, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, en particulier polémique avec les gens qui squattent au-dessus de la parallèle ou les gens qui portent des pantacours, enfin des choses comme ça. J'ai des petites marottes comme ça. Alors, avant de présenter plus avant ton média, Le Peuple, j'aurais aimé te questionner justement, alors c'est peut-être une question peut-être un petit peu bateau, mais ça permet de définir un petit peu la perception qu'on peut en avoir. J'imagine qu'on n'appelle pas un journal Le Peuple, c'est tout sauf anodin, surtout actuellement où l'on assiste à un certain réveil d'un certain peuple, comme on dit, en tout cas un retour dans une certaine mesure du peuple dans la politique et le social. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi Le Peuple te parle-t-il? Est-ce une revendication, une provocation, telle qu'on te sait coutumier de la chose? C'est quoi Le Peuple pour toi? En fait, Le Peuple, c'est un des premiers mots de la Constitution suisse. On a fêté il y a pas longtemps les 175 ans de notre Constitution moderne. Et c'est assez intéressant parce que la Constitution suisse commence par au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons, etc., etc. Et pourtant, quand moi je cherchais un terme qui me plaisait, et puis assez vite je me suis dit mais tiens c'est intéressant parce que le peuple on en a soit une image super à gauche, soit une image super à droite. En gros, si je parle à des gens de droite, ils ont l'impression que je suis un journal communiste, et si je parle à des gens de gauche, ils ont l'impression que c'est que je suis le chef du fan club de Bolsonaro, quoi. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que cette notion du peuple, elle appartient à personne. Enfin, en tout cas, pas. Elle peut pas se revendiquer, je dirais, sur l'axe politique gauche-droite, si tu veux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Puis effectivement, il y a aussi une tradition populiste. Alors tu as parlé des auteurs dont je me revendique. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Christopher Lasch. Mm-hmm. Et puis Lasch, comme quelqu'un qui a fait un essai, une présentation assez récente, on a parlé comme qu'est-ce qu'il faut dire, une figure d'un populisme vertueux. Et j'aime bien cette idée d'un populisme vertueux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion de populisme est immédiatement très très mal vue. Enfin, on la place tout de suite dans les extrêmes, comme je disais. Alors que, en fait, le populisme, c'est déjà ça consiste déjà à parler un langage que les gens comprennent. Et j'observe effectivement que dans le milieu dont je viens, puisque, comme tu as dit, je suis philosophe de formation, on paraît jamais aussi intelligent que quand on emploie un vocabulaire complètement abscon ou qui se perd dans les micro-catégories, sexe des anges, etc. Quoi. Donc, on va parler un petit peu de ce journal parce que, en fait, tu as un parcours de journaliste, on l'a dit, philosophe de formation, mais un parcours de journaliste. Et Le Peuple, comment s'est imposé cette idée pour toi en termes de nécessité par rapport à ton parcours journalistique? Tu aurais très bien pu te contenter de travailler, de faire des piges, comme tu l'as fait pendant des années. Et ce besoin de créer ce journal, avant de donner un petit peu plus en détail où et comment se le procurer, pourquoi aujourd'hui Le Peuple s'est imposé à toi comme une nécessité journalistique et éditoriale? En fait, déjà parce que je me faisais chier. C'est une bonne raison.
C'est une raison assez décisive quand même. Quand même. Non, mais voilà, moi, j'ai commencé dans ce métier, si tu veux, c'était en 2005, sauf erreur, avec un parcours classique, quoi, de jeune journaliste qui va faire, je sais pas, la fête de la saucisse au chou, c'est des exemples réels, hein, la fête des oiseaux, des choses comme ça, tu vois, les gens qui font des maquettes de petits trains, ça c'est un truc. Puis j'ai de la sympathie pour ça, hein, c'est vraiment pas un truc que je. C'est vraiment pas un truc enfin, rétrospectivement, je me dis que c'était peut-être ce que j'ai fait de mieux dans mon métier. Et bon, puis de fil en aiguille, je suis devenu journaliste à 100%, dont différents titres, type 20 minutes, je crois que vous avez aussi un 20 minutes en France. Et puis après, je suis parti dans un journal qui s'appelait Le Matin, et dont il reste plus que la version en ligne, c'est-à-dire plus grand-chose, et qui, à cette époque-là, aurait pour représenter, je dirais, le pendant suisse je sais pas, du Parisien ou d'un truc comme ça. Et enfin bon, donc j'ai eu mon petit parcours. Ensuite, j'ai bossé pour la police, ça vous fera plaisir. Et enfin, je suis devenu chef de deux médias. Et puis, alors, souvent, on imagine que quand un journaliste sauce papier joint dans le progressisme ambiant, il va en prendre plein la gueule toute la journée, etc. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas le cas. Simplement, moi, pourquoi je m'emmerdais? Parce que, en fait, en devenant chef, je réalisais que il y avait une réalité sociologique en fait, hein, c'est-à-dire que il y avait pas grand monde qui partageait mes préoccupations, je dirais philosophiques. Donc je gagnais bien ma vie. De temps en temps, je pouvais orienter un truc dans une direction, enfin donner des impulsions de rédacteur en chef. Mais enfin, c'était quand même pas la grande liberté. Puis c'est pas un reproche que je fais à mes chefs avec lesquels j'ai toujours eu des bons contacts, mais enfin peu à peu je me suis dit bon voilà, moi je sens un truc qui monte en moi, je sens que j'ai un peu je sais pas comment dire, une sorte de patrimoine si tu veux littéraire qui vit à travers moi, enfin des choses qu'on m'a transmises et que j'ai envie de transmettre à mon tour. Donc j'avais un peu la coupe qui déborde, quoi, pour reprendre une image du début du Zarathustra. Et donc voilà, puis ça coïncidait avec la sortie de mon livre. C'est-à-dire que quand mon livre est sorti, puis que les gens ont découvert que j'étais dans les médias mainstream en écrivant des trucs comme ça, les gens se sont dit waouh, putain, il y a un peu de liberté peut-être quelque part. Et certaines personnes sont approchées de moi, et puis bon, voilà, de fil en aiguille, on s'est dit qu'on allait lancer un truc. Alors évidemment, je pensais pas que. Enfin, je savais pas comment ça se passait, hein. J'ai pas jamais lancé de business dans ma vie. Je me rendais pas compte de l'extrême fragilité, disons, d'une telle entreprise. C'est pour ça que je l'ai lancé, quoi. Puis finalement. C'était fou, c'était absurde, c'était même un peu suicidaire, hein, c'est une forme de suicide social à certains égards. Puis finalement, c'est peut-être ce que j'ai fait de plus juste dans ma vie, parce que je me dis, dans 40 ans, même si ça se plante demain ou après-demain ou dans 6 mois ou dans 10 ans, je me dirais, il y a une grandeur à avoir essayé, quoi. Puis c'est aussi ça, j'avais pas envie de faire toute une carrière en ayant des regrets, quoi. Oui, en fait, on remarque quand on te connaît un petit peu que ce qui est le plus marquant chez toi, c'est ce besoin de liberté, ce besoin de pouvoir t'exprimer et de faire partager ce qui est important et essentiel pour toi. En fait, le peuple, c'est avant tout ça, c'est ce besoin de liberté de pouvoir dire ce que tu as à dire. Oui, puis c'est aussi, faut quand même voir que je crois qu'il y a une grande partie de la population, disons en Suisse, mais ça c'est pas, il y a une grande partie de la population en Suisse qui n'a pas de journal qui les représente. Mm-hmm. Alors, c'est pas un reproche que je fais aux autres journaux, enfin déjà parce que chacun fait ce qu'il veut, hein, je veux dire. Mais enfin il y a un problème d'échelle. Si on va en France, moi je suis toujours frappé de voir déjà la diffusion, parce qu'on trouve des journaux qui sont en gros, les journaux qui font débat, qui sont un peu diabolisés, machin, tout ça, on les trouve dans les kiosques. Alors que, je sais pas, un équivalent, je sais pas, du JDD en Suisse, je sais pas, ce serait peut-être difficile à trouver. Mais enfin, on n'a pas vraiment de journal comme ça en Suisse romande. Il y a un journal, on va dire conservateur, enfin libéral conservateur en Suisse allemande, mais en Suisse romande, qui était un petit marché, il n'y a jamais un journal comme ça qui a réussi vraiment à se développer, puis à tenir, puis à devenir un acteur à part entière du débat politique, quoi, si on veut. Ouais, moi, j'avais envie de faire ça, mais effectivement, ce que j'ai assez vite réalisé, c'est que ça imposait de travailler avec une autre manière que quand on fait un média. Enfin, on peut pas rivaliser, on peut pas être d'égal à égal avec les médias en place. Parce que il y a trop de monde, parce il y a beaucoup plus de monde chez eux, il y a des relecteurs, il y a des gens qui s'occupent des abonnements, etc. Et quand on est dans ma peau, en fait, on doit tout faire, quoi, hein, logiquement. Enfin, même si j'ai énormément de gens qui m'aident, mais on est au centre de tout, disons que ça pompe énormément d'énergie. Donc il fallait trouver un autre mode de fonctionnement, et donc
après avoir essayé plusieurs choses, je suis parti un moment en newsletter. J'ai aussi ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Le Peuple Magazine. Et voilà, je me suis un peu diversifié. Et voilà, ça attire pas mal de gens. L'idée, c'est aussi de multiplier enfin, ça, c'est moins du contenu que de la réalité entrepreneuriale. Mais l'idée, c'est aussi de multiplier les sources de revenus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre uniquement avec des dons, avec des abonnements. On doit aussi essayer de toucher des dons, des pourboires, quoi, en gros. Ouais, non, des subventions, j'en veux pas. Non, surtout, jamais. Oui, ok. Donc, je parlais de dons en termes de subventions, c'est plus des dons, effectivement. Alors, avant de parler de tes préoccupations politiques et sociétales, tu as évoqué le libéralisme conservateur. On parlera un petit peu de ce que ces deux notions évoquent pour toi. Le conservatisme, certainement à la Chesterton. On va revenir là-dessus après. Juste préciser à nos auditeurs, effectivement. Alors, je précise aussi à nos auditeurs que nous entretenons via téléphone et que voilà, qu'il n'est pas forcément évident d'intervenir lorsque l'un ou l'autre parle. Donc, il peut y avoir de ce point de vue-là quelques petites coupures. Voilà, ça, je referme la parenthèse. Et revenir aussi sur ce qu'est le peuple en termes de parution. Donc tu l'as évoqué, il y a toute la partie internet, donc sur les réseaux, mais aussi sur le site internet lepeuple.ch, mais il y a également une version papier. Qu'est-ce qui nécessitait pour toi le besoin et qu'en est-il aujourd'hui de ces deux médias qui n'en font qu'un en fait, mais ces deux moyens de communication et de distribution? Effectivement, la finalité, ça reste quand même de vendre des abonnements et si possible des abonnements papier. Pourquoi papier? Parce que voilà, moi je deviens quand même gentiment vieux con et pour moi l'objet reste important. Je veux dire, moi des fois je rencontre des gens quand je donne des conférences comme ça, des gens qui viennent vers moi puis qui me disent je sais pas, moi j'ai toutes les éditions par exemple il y a un bonhomme qui est venu vers moi l'autre jour dans un cadre plutôt catho. Le gars avait toutes les éditions du journal de Madiran. Pas présent, hein, avant c'était quoi, itinéraire, comme ça. Itinéraire. Et le gars me dit j'ai toutes les éditions, et j'ai aussi toutes les éditions du Peuple. Bon, c'est assez. Il y a un côté assez sympa. Il y a un côté assez sympa dans le sens où, enfin, toute la comparaison s'arrête là entre les deux titres, mais je veux dire, enfin, pas forcément, mais il y a une idée sympa dans l'idée de se dire il y a des gens qui collectionnent l'objet, puis les objets sont importants pour moi. Enfin, moi, j'aime pas la dématérialisation des choses, j'aime pas je sais pas, je paye avec de l'argent liquide, enfin, ce genre de choses-là. Ben voilà, c'est parce que je sais pas, c'est parce que je suis un espèce de philosophe paysan, je pense, je sais pas, un truc comme ça. C'est plutôt vertueux, ça, philosophe paysan, ça renvoie quand même à des grandes figures qu'on peut tout à fait apprécier et défendre dans notre famille de pensée. Oui, absolument. Oui, complètement. C'est-à-dire que il y a quelques années, je sais plus sur quoi on votait, mais enfin, il y avait une histoire je sais pas, enfin, ça devait être le couple homo, je sais pas, ou quelque chose comme ça, sur le mariage homo, je pense. Et puis, je passe chez un paysan à côté qui est un immense bourrin. Enfin, c'est pas le mec le plus subtil du monde, mais un gars que j'aime bien. Hein. Et puis, il me monte ses bêtes, puis il me dit. Tu vois là-bas les taureaux, ça fait des années qu'on les met, je sais pas les mâles. Ça fait des années qu'on les met ensemble, ils ont encore jamais fait de petit. Il me dit avec l'accent de chez moi. Puis tu dis voilà, étude genre ça c'est fait. Il y a un côté assez, oui, quand tu es dans le réel, disons, il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes, disons. Mais oui, alors en fait, pour revenir sur comment se diffuse le peuple, le but c'est de vendre un abonnement papier. Alors nous, on imprime en Suisse parce qu'on est des vieux patriotes, hein, dans une imprimerie de gauche d'ailleurs, et enfin marquée à gauche, quoi, qui a été créée par un député socialiste. Et puis ça nous plaît bien. Nous on aime bien, on est assez sensible à ce côté un peu rien à foutre des partis, quoi. Et il y a aussi des abonnements en ligne qu'on vend. Et puis tout ça, en fait, le but pour toucher les gens, comment on procède, eh bien, on procède par la newsletter. C'est-à-dire qu'on envoie nos articles par newsletter. Puis au bout d'un moment, les gens, quand c'est la 10e qu'ils reçoivent, ils se disent putain, le gars, il se donne, ce qu'il dit est, j'espère, pas trop débile, on va le soutenir, quoi. Et ce qui me plaît aussi, c'est que avec ces modes de diffusion, ça nous permet aussi de ne pas rester cantonné à un sort d'entre-soi idéologique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens de gauche dans mes lecteurs, d'avoir des athées, des chrétiens, des musulmans, enfin tout ce que tu veux, quoi. Il y a une idée
En fait, il y a une idée de dialogue radical, quoi, dans ce que je fais. Alors tu revendiques justement cette espèce d'œcuménisme à la fois religieux et politique, c'est quelque chose qui t'anime, c'est quelque chose de très fort et qui te parle. Justement, tu déclares dans le peuple que les collaborateurs dont tu fais partie et ceux qui t'accompagnent à l'initiative du peuple sont issus de sensibilités chrétiennes diverses. Et alors, est-ce qu'il y a quand même malgré tout une part confessionnelle, enfin chrétienne bien évidemment, j'imagine, mais comment est-ce qu'on arrive, parce que déjà dans Danser l'effondrement, tu étais quand même très comment dirais-je critique et pas forcément optimiste, même si dans une deuxième partie du livre tu donnais des sources de réflexion qui pouvaient amener à quelque chose de beaucoup plus positif, mais je parle par rapport à cet œcuménisme qui des fois est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Comment est-ce que toi tu le maîtrises dans ton journal justement ces sensibilités diverses? Oui, alors en fait, faut voir ce qu'on entend par œcuménisme. C'est vrai que l'œcuménisme que je prône est plutôt une sorte d'œcuménisme politique. Sur le plan religieux, je crois surtout à l'amitié, mais moins à l'œcuménisme qui souvent donne un peu des soupes tièdes, enfin des choses comme ça. C'est un peu des progrès du siècle dernier. Enfin, c'est un peu salaud, hein. J'ai beaucoup de gens que j'aime énormément qui sont engagés là-dedans. Alors c'est peut-être une question de mots. C'est vrai que moi je viens d'un environnement, déjà sur le plan familial, hein, avec dans ma famille un héritage catholique, un héritage protestant. Moi j'ai grandi plutôt dans le monde, on va dire, évangélique. J'étais à l'armée du salut, enfin ce genre de choses-là. Et puis il n'y a pas ce côté comme en France, où bon, c'est quand même beaucoup plus divisé, quoi, finalement, entre communautés. Moi, il y a quand même une idée déjà, il y a une idée d'amitié, hein. Ce qui couronne le tout, ce qui est vraiment le liant, c'est l'amitié. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai des gens qui sont plutôt catho-tradis, on va dire. Mais j'ai aussi beaucoup de gens qui sont de sensibilité évangélique, des protestants plutôt conservateurs. Enfin, toi, des athées, des gens même. J'ai des gens qui me donnent des coups de main qui sont plutôt pas tellement croyants, mais qui sont issus d'un fond culturel musulman. Donc, tu vois, l'idée, c'est de dire, mais en fait, ces gens, dans quoi on se retrouve, quoi? Quel est le dénominateur commun? Et le dénominateur commun, chez nous, c'était, je dirais, un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ce qui a fondé la richesse culturelle de notre civilisation. Et puis ça, c'est pas tant une question de croyance propre, si tu veux, qu'une question, je dirais, de rigueur, d'honnêteté intellectuelle, et puis tout bêtement de piété filiale, quoi, pour citer une notion de m'adhérence. Simplement, moi, je l'étends un peu déjà par réalisme politique, par réalisme comment dire, sociologique, puis aussi tout bêtement par sens de l'amitié. Alors, on évoquait... Typiquement, moi, la célébration œcuménique où tout le monde est un peu insatisfait et tout ça, j'y crois pas tellement, tu vois. Je préfère, à la rigueur, je préfère aller dans un culte évangélique où les gens sont très exaltés, puis je sais que c'est pas ma sensibilité, c'est pas du tout ma tendance. Puis derrière, on va en rigoler, on va fumer un cigare, puis on va dire des conneries, puis on va se vanner. Puis c'est très bien comme ça, tu vois. Moi, je crois à ça. Je crois pas tellement à l'idée du dénominateur commun. Alors, oui. Il y a un dénominateur commun, mais pas sur le plan liturgique, si tu veux. Oui, je comprends bien, mais en fait, il y avait quand même chez toi un bilan, en tout cas une analyse, un constat que cette espèce d'œcuménisme tel qu'on nous le présente aujourd'hui, effectivement, j'entends bien l'idée de dénominateur commun, c'est-à-dire que la fin parfois justifie les moyens et on peut tout à fait trouver et à partager sur des valeurs essentielles, ou en tout cas des combats à défendre, des gens qui ne sont pas forcément issus de la même famille de pensée ou des mêmes confessions religieuses, mais je veux dire par là que ça a quand même été pour toi, il y a encore quelque temps, je vais pas dire, le mot est pas le bon, mais comment dire, je cherche mes mots, la source d'une réflexion quand même importante et de voir à quel point les différentes spiritualités sombraient dans une espèce de ridicule, cette espèce de manière d'être à la cool, et justement, toi tu y voyais quelque chose comme une dégénérescence, là où tu aurais souhaité un œcuménisme bon teint, un petit peu comme peut-être ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans, où les réseaux sociaux, le marketing et la communication n'avaient pas tout renversé. Ouais, c'est vrai alors on peut dire qu'il y a un œcuménisme de combat chez moi. Ça, c'est une notion que j'aime assez bien. C'est-à-dire que dans la plupart des églises, hein, aujourd'hui, on voit les mêmes choses à l'œuvre, c'est-à-dire une forme de dévirilisation de la foi. Alors que les femmes aient leur mot à dire, j'en suis plutôt satisfait. Je veux dire, mais le problème, c'est qu'on se retrouve dans des cadres souvent religieux, puis ça transcende, hein, les communautés.
on se retrouve dans des cadres où en tant que mec, t'es simplement mal à l'aise, quoi. Tu te dis, mais j'ai l'impression d'abdiquer ma virilité en étant dans un truc, on va chanter des chansonnettes à la con des années 70, qui nous disent que Dieu de tendresse, enfin tous ces trucs-là. On n'en peut plus, tu vois. Moi, si tu veux, enfin, ça me donne pas envie d'aller faire la guerre, quoi. Enfin bon, c'est pas le but non plus, mais ça me donne pas beaucoup envie de me battre, quoi. Puis c'est vrai que moi, le combat est quand même au centre de mon existence. C'est un peu une tragédie, hein. J'aimerais mieux être quelqu'un d'un peu tranquille, qui voit pas le mal partout, tout ça. Mais en fait, bon, bah voilà, il se trouve que je suis sur Terre pour le combat, c'est comme ça. Et donc, dans ce combat, il y avait, je dirais que dans les causes de ce combat, il y avait l'infantilisation. C'est un truc auquel je suis très sensible. Il y avait l'engagement trop marqué dans le politique aussi, en matière religieuse. Et puis ça, c'est une chose dont je me méfie beaucoup. Par exemple, c'est ce qui fait que je suis un chrétien conservateur et pas tellement un chrétien identitaire. Ok, oui, je comprends bien. Non, mais je vois bien là. On va en parler justement parce que te connaissant un petit peu et puis suivant un petit peu ton cheminement et ce que tu écris et puis voyant un petit peu les sources auxquelles tu vas t'abreuver, j'ai quand même noté chez toi une évolution de ce point de vue-là. Il y a eu cette visite au Barou qui a pour toi, tu l'as écrit d'ailleurs sur ton blog, a été comme une révélation. Je pense qu'on peut employer ce terme-là quand même. Peut-être une découverte aussi de la liturgie traditionnelle. Et puis récemment aussi une participation qui n'est pas anodine lors dans une des conférences, enfin c'est pas une conférence, dans une des universités d'été, je crois, d'Academia Christiana. C'est quand même pas anodin. Ça marque quand même aussi peut-être le personnage. Je me trompe ou pas? Oui, ça marque, mais ça traduit pas forcément une. Ça marque, mais ça traduit pas forcément une évolution de ma pensée, si tu veux. Souvent, on voit dans la personne qui dialogue avec des milieux radicaux l'expression d'une pensée qui elle-même est radicale. Et puis en fait, non, simplement, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à l'Academia. Par exemple, il y a un intérêt, je sais pas, pour la beauté, ils font des belles images. Il y a une place assez importante accordée aux femmes. Enfin, il y a une certaine harmonie, quoi, si tu veux, dans les rapports entre sexes. Il y a un refus du côté un peu morbide qu'on a pu connaître parfois de la religion, dont le pendant était d'ailleurs beaucoup de saloperies qui sont en train de sortir en Suisse, et qui sont sorties il y a 2 ans chez vous en France. Là, je pense au machin Sauvé, quoi. C'est quoi le rapport? C'est ça, le rapport Sauvé, ouais. Sauvé. Enfin, donc voilà, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. Puis il y a des choses où effectivement, il y a je pense que j'ai choqué tes auditeurs, mais enfin, voilà, je suis libre, je le suis dans tous les sens. Par exemple, moi, j'ai pas un intérêt très marqué pour les questions de couleur de peau, puis je le dis partout. Par exemple, j'ai été invité à donner une conférence chez Civitas, qui existe aussi en Suisse, et mon discours, en fait, je suis honoré de parler là-bas parce qu'il se trouve que c'est là-bas où on m'invite et que des gens me font l'honneur de m'écouter. Mais mon discours serait, je pense, à peu près le même à gauche, quoi. Simplement, souvent à gauche, on dialogue pas. Juste Civitas, tu cites Civitas juste pour préciser, rappeler que l'association Civitas a été dissoute de manière définitive en France par notre ami le ministre de l'Intérieur Darmanin. Voilà. En ce qui concerne tes influences, on parlait de Chesterton, on ne peut que faire le lien justement entre Chesterton et cet esprit peut-être pas libéral, mais libéral conservateur. Tu vas nous expliquer ce que tu entends par libéralisme, très probablement un libéralisme à la Tocqueville, mais peut-être préciser parce que ce conservatisme, des fois, il est mal compris. Peut-être le redéfinir. Le conservatisme, c'est pas les perruques poudrées, c'est pas forcément être uniquement dans des vertus à l'ancienne, très moralisantes ou très moralisatrices. Je pense que toi, tu revendiques cette idée, cet fait comme étant un anarchiste de droite, c'est ce que tu dis. Enfin, de droite, c'est moi qui te qualifie de droite, mais enfin, tu aimes aussi être qualifié parfois de gauche, donc un esprit libre dans tous les cas. Et ce libéralisme conservateur, il mériterait quand même d'être peut-être un petit peu explicité. Oui, le libéral conservateur, en fait, finalement, c'est plutôt des définitions qu'on va donner de ma pensée. Puis il se trouve que je dois bien me vendre sur le marché en disant de quelle nature sont mes opinions, quoi. Dans le fond, moi, je dirais que ma pensée, elle est tout bêtement catholique, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que hier, par exemple, je parlais avec le représentant d'un parti évangélique en Suisse. Il y a 2 partis.
Il y a un parti qui est clairement libéral-conservateur, sans doute parmi les plus à droite de l'échiquier politique en Suisse. Et puis, on a un autre qui est plutôt un parti je dirais, de centre-gauche sur le plan social et conservateur sur des questions de société. Voilà, je pense sincèrement que je suis certainement plus proche du parti de centre-gauche, quoi. Donc, en quoi je suis libéral? Je suis libéral en ce que je refuse la statolatrie, tu vois, cette adoration de l'État, cette infantilisation étatique, cet État qui te tutoie, qui te dit... tu vois, mais il y a une image qui m'a beaucoup marqué, c'était pendant le Covid, chez nous. Il y avait une infirmière scolaire à laquelle donnait la parole le canton de Fribourg, un canton à côté du mien. Et puis, donc, à ce moment-là, les indépendants étaient tous en train de crever, les bistrots pouvaient pas bosser, enfin, voilà, tout était éteint. Et cette nana avait été mise en scène sur le Facebook de l'État de Fribourg, en train de nous dire qu'il fallait qu'on fasse des pots de gratitude, c'est-à-dire en gros, un pot dans lequel on allait mettre des petits mots pour consigner nos joies du quotidien, du genre, elle mettait un truc dans le pot, elle disait aujourd'hui j'ai gagné la fée, c'était la couronne j'ai gagné la couronne la fève à la couronne des rois, c'est super, c'était sa petite joie au quotidien. Puis tu te dis mais putain, on est en train de laisser crever des gens parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de bosser, sauf si c'est des Arabes qui bossent dans le bâtiment, évidemment. Mais on est en train de les laisser crever, puis on leur dit, et par ailleurs, mettez vos petites joies dans des pots, vous verrez, ça ira mieux. Ben voilà, moi, c'est des trucs que je supporte pas. Je supporte pas l'infantilisation. Et puis, j'observe qu'effectivement, l'extension de la domination étatique procède vraiment de cette manière, c'est-à-dire par le tutoiement, par l'état cool, par l'état maternant, etc. Puis, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai des réflexes qui sont des réflexes qu'on peut dire libéraux, mais en fait, dans la tradition polémique catholique, il y a ce refus de ce que Bernanos, par exemple, appelle l'état païen. Tu vois, dans la France contre les robots, Bernanos est extrêmement dur vis-à-vis de la place que va être amené à prendre l'État. Bernanos s'oppose même, par exemple, au fait que si un flic te croise dans la rue, il puisse te demander ta carte d'identité. Lui dit que c'est l'équivalent pour une bestiole d'être marqué au fer rouge avec un numéro. Ben, tu vois, quand tu vois que 60 ans plus tard, t'avais des gens, enfin 80 ans plus tard, tu avais des gens qui étaient prêts à se faire tatouer leur QR code pour montrer qu'ils étaient vaccinés, on peut se dire que on peut dire que c'est ce désir farouche de liberté qui aujourd'hui s'apparente à du libéralisme. En fait, il est clairement de tradition catholique. Donc ça, je dirais que c'est une des mamelles de ma pensée. Après, évidemment, je bosse en Suisse, je vis et je bosse en Suisse. Et puis, ce qui a fait la richesse de mon pays, c'est quand même une certaine éthique protestante, faut être honnête. C'est quand même l'idée que y avait une forme de méritocratie pendant très longtemps dans ce pays. On croit toujours que c'est le secret bancaire, des choses comme ça, mais en fait, la Suisse a commencé à devenir riche bien avant le secret bancaire, sans pour autant avoir eu des colonies, des esclaves ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est plutôt une constitution solide, c'est plutôt un certain amour des lois. L'hymne, si tu veux, de mon canton parle de l'amour des lois. C'est tout bête, mais l'amour des lois. Moi, j'aime bien cette idée. Donc c'est quand même plutôt le respect d'une constitution solide qui favorise... qui permet une forme de méritocratie. Donc je suis assez sensible à ces valeurs-là. Et puis après, il y a évidemment, il y a tout ce qui est de la tradition, quoi. Et puis je dirais que là-dessus, et puis c'est là où souvent les gens qui m'ont suivi jusque-là ont de la peine à comprendre, c'est qu'il y a chez moi un tempérament qui est assez farouchement anarchiste, si tu veux. Moi, quand je lis Henri David Thoreau dans sa cabane au bord du lac, ou quand je lis Junger dans le recours aux forêts, je me retrouve énormément là-dedans, tu vois, dans cette idée d'une forme d'individualisme radical, mais qui est ouvert vers la plénitude en quelque sorte. Une forme. J'aime bien. Ouais, une forme de repli sur soi, mais elle peut être considérée comme ça. Pour Thoreau, même pour Junger, dans le recours aux forêts, on pourrait tout à fait interpréter ça comme une rupture, une volonté de s'affranchir de la modernité, du monde moderne. Pourtant, dans ta démarche, toi, tu l'assumes pleinement, tu la prends à plein bras et tu témoignes justement face à tout ça.
Oui, mais en fait, la forêt, si on reprend par exemple l'idée de la forêt chez Junger, c'est une réalité métaphysique. Oui, complètement. C'est-à-dire que la forêt jungerienne, enfin, je pense que Junger aimait les forêts nord, enfin, ce genre de trucs. Mais la forêt, c'est aussi un univers qui n'est pas entièrement soumis, je dirais, aux règles de la technique, du profit, de la rentabilité, enfin toutes ces choses qui stérilisent l'esprit, quoi. C'est ce qui fait que Junger, par exemple, dans certains textes, on va même jusqu'à défendre l'astrologie, par exemple, alors qu'il y croit pas. Il y croit pas, mais ça lui est sympathique. Moi, j'aime assez bien ça. Ouais, j'aime pas l'astrologie, hein, je précise, mais j'aime bien cette idée de se dire, bah voilà. Qu'il y a une volonté d'échapper à la rationalité complète de notre de ce que devient notre civilisation, parce qu'en fait, en devenant notre monde, en se faisant chiffre, je crois, a perdu son âme. Enfin, si tu veux, au commencement était le verbe, quoi, pas le calcul. Oui, tout à fait. Alors, on parlait de conservatisme, mais moi, quand je t'écoute et quand je vois tes influences littéraires, il y en a comme une ou philosophique, on a déjà évoqué la chose, il y en a comme une qui me semble quand même se dégager fortement, c'est la figure de Chesterton, dans cette approche un petit peu. D'ailleurs, tu as écrit sur Chesterton, des articles qui sont disponibles sur Le Peuple, mais quel rapport avec Chesterton? Parce que moi, quand je t'écoute et quand je vois un petit peu tes combats, cette espèce de comment dirais-je, de révolte contre l'imbécilité, contre l'absurdité du monde, et cette espèce de drôlerie que tu génères parce que tu gères les choses avec humour, bien évidemment, et de manière très profonde, avec une spiritualité très ancrée, on ne peut que penser à Chesterton. Je me trompe ou pas? Bon, tu me fais beaucoup d'honneur, mais... Non, mais... mais oui, évidemment, si tu veux, Chesterton... Bon, déjà, Chesterton, c'est la bière. Hein. Déjà, c'est important. Parce que, si tu veux, moi, ce que j'aime chez Chesterton, c'est l'idée du gars qui passe sa journée à défoncer son adversaire idéologique, en gros, les progressistes de son époque, végétariens, machin, tout ça, et qui les retrouve le soir dans sa taverne, et puis qui va picoler, et puis ce sera ses amis, et puis ils se respecteront parce qu'ils auront conscience de la nécessité d'avoir un adversaire, si tu veux. Et donc, il y a une figure du combat dans la joie chez Chesterton. C'est d'ailleurs comme ça qu'a titré le collègue qui nous a fait cette belle présentation de son œuvre. On a centré sur l'idée que chez Chesterton, c'est un combat dans la joie. Et puis c'est fondamental parce que dans les rangs conservateurs, il y a un esprit un peu rance, tu vois, on veut aller emmerder les gens pour ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, des choses comme ça. Si tu veux, moi, je pense que j'aurais pas ma place dans la manif pour tous, si tu veux, j'arriverai pas, je crois. Je suis désolé hein, pour les gens qui... Non, mais au contraire, c'est intéressant. Mais j'arrive pas, tu vois, il y a un sentiment, il y a un truc un peu, il y a un truc collectif, il y a un truc... Ouais, il y a un truc qui me fait un peu peur, quoi. Enfin, moi, tu vois, le pire, en fait, le pire dans ces manifs, c'est quand les gens foutent des trucs en fluo, essayent de montrer qu'ils sont cool, puis que c'est pas du tout qu'ils sont homophobes, et que c'est pas du tout pour ça qu'ils défilent. Et puis, c'est encore plus gênant, quoi, tu vois. Tu vois, si c'est le père abbé du Barou qui t'explique pourquoi il est contre le mariage homo, bon, bah, voilà, il est dans son rôle, quoi. Quand c'est Frigide Barjot, il y a un truc qui me fout mal à l'aise. Je sais pas, elle a peut-être d'infinies qualités par ailleurs, hein, mais ça me fout mal à l'aise parce que ces gens essaient de montrer que c'est décalé, qu'ils sont décalés, etc. Alors, ce que j'aime chez Chesterton, c'est que Chesterton est drôle. Il donne un idéal, mais il le donne avec beaucoup de drôlerie, sans jamais se renier, puis en montrant... Enfin, il y a quand même, derrière tout l'humour chestertonien, il y a une pointe de nostalgie. Hein. Je crois que c'est dans Orthodoxie, sauf erreur, où il dit que nous sommes tous des... Enfin, il dit nous sommes tous des rois en exil. Moi, j'aime cette idée, tu vois, il y a un rapport à l'enfance aussi chez Chesterton. Je sais pas qui dit cette phrase que chez n'importe quel adulte, il y a un gamin qui se demande à quel moment ça va le tourner. Bah je pense pas que c'est de lui, mais c'est quelque chose que lui aurait pu dire parce que bon, il n'a pas eu d'enfant, hein, Chesterton, mais toute sa vie, il y avait une nostalgie de l'enchantement que représentait pour lui l'enfance. Et cet enchantement, en quelque sorte, lui, il l'a retrouvé dans le catholicisme. Et je trouve que ça porte plus de fruits, en tout cas, ça donne plus envie de devenir catho je sais pas, cet esprit un peu rance, ce truc, cette défense de classe, hein, parce que souvent derrière
souvent derrière le catholicisme, et je dirais même aussi derrière un catholicisme assez conservateur, souvent il y a la défense d'intérêts de classe. Moi, c'est pas ça qui m'attire dans ce combat. Moi, ce qui m'attire, c'est la grandeur de la liturgie. C'est la grandeur de recevoir quelque chose et de le transmettre, l'idée de vivre avec des rites qui ont des siècles. C'est nouveau dans mon discours. Enfin, je me sentais héritier, hein, parce que je crois que c'est ce qu'on est profondément, mais j'avais envie de prolonger ça. Mais voilà, quelle meilleure manière de prolonger ça qu'en se battant, en se bagarrant entre amis autour de quelques bières, de quelques stouts, après avoir fait une série de squats à la salle. Moi, ouais, c'est un idéal que je trouve un peu plus fécond que ce côté hyper chiant, hein, de la paroisse moderne, où on va chanter des trucs à la guitare, quoi, tu vois. C'est aussi certainement retrouver le sens de ce qui fait la spiritualité. On va pas donner de leçons à qui que ce soit, mais faut quand même reconnaître que du point de vue aujourd'hui la liturgie, en lien avec la spiritualité, la liturgie moderne, enfin issue de ce qu'on appelle le Concile de Vatican II, c'est aussi l'appauvrissement de tout ce qui a fait la richesse et la grandeur. Je parle là pour le coup de l'Église catholique, c'est-à-dire c'est sa liturgie, la liturgie de Saint Pie V, qui n'est pas la seule, bien sûr, puisqu'il y a énormément de liturgies au sein de l'Église catholique, mais c'est quand même celle qui porte certainement le plus à la prière et la piété. En tout cas, la présence, si tu veux, d'une langue sacrée, enfin du voile que représente l'usage d'une langue sacrée, ça évite quand même pas mal de conneries, hein. C'est difficile de faire un discours déconstructionniste en latin, tu vois. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Alors, et en fait, c'est ça l'utilité d'une langue sacrée, quoi. Tout à fait. Alors, dans tes préoccupations, elles ne sont pas que politiques, bien sûr, on l'a vu, on l'a bien compris. Tes préoccupations sociétales, tu as énormément travaillé justement et développé, tes points de vue au travers de conférences, de vidéos et autres sur cette espèce. On en a parlé avec ton ami David Lépée, qu'on a reçu il y a pas si longtemps que ça, il y a même quelques jours, sur Méridien Zéro, autour du wokisme et de tout ce qui est théorie de genre, et en lien bien évidemment avec l'éducation. Tu es papa, tu as de jeunes enfants, et là je vois que sur le peuple notamment, il y a une pétition en cours sur Sauvons papa et maman. Peut-être nous en dire un petit mot justement. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a une spécificité suisse justement? On sait que souvent le protestantisme, les pays protestants sont un petit peu, comment dirais-je, en pointe. On le voit dans les pays du Nord notamment, en pointe sur tout ce qui est réforme sociétale en lien justement avec la famille. C'est un véritable paradoxe quand on connaît un peu l'histoire du protestantisme. Mais est-ce qu'il y a une spécificité suisse? En tout cas, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette pétition en ligne sur le peuple? Alors, c'est une pétition que j'ai lancée. Donc, il y a eu un truc à Zurich où je sais plus ce que c'est, le bureau de l'égalité, je sais plus le nom du bureau, a écrit une newsletter adressée aux parents, et leur disait que dans leur discussion avec leurs gamins, il fallait qu'ils arrêtent d'employer des termes comme papa et maman pour parler des familles de leurs petits camarades, parce que ça pouvait beaucoup blesser les autres copains si d'aventure, je sais pas, ils avaient deux papas, une maman, ou un des deux qui était non-binaire, ce genre de truc-là, quoi. Et puis, si tu veux, ça effectivement, c'est le genre de truc pourquoi une pétition? Sur le fond, parce que l'idée, c'est quand même de dire, faites pas ces conneries chez nous, parce que Zurich, c'est pas chez moi, hein, mais c'est quand même une façon de dire, faites pas ça chez nous parce qu'on va vous tomber dessus. Il y a des milliers de personnes qui en ont marre de vos conneries. Calmez-vous. Et ces gens-là, ils existent, hein. Il s'agit aussi. Pourquoi toutes ces conneries passent? Parce qu'il y a personne pour s'y opposer. Enfin, t'as trois politiciens qui vont faire un post Facebook, mais il y a pas une communauté. Et moi, c'est un peu le but avec mon journal, c'est quand même de créer une communauté de gens qui disent voilà, il faut un peu. Il faut retrouver un peu le sens commun, quoi. Et puis effectivement, les gens qui se retrouvent là-dedans. Et ça, j'y tiens, c'est pas nécessairement des cathos, des trucs. Enfin, tu vois, il y a rien à voir avec ça. C'est simplement des gens qui se disent, on aimerait juste vivre dans un monde qui se tient un tout petit peu. Et c'est pour ça que je donne pas tellement de couleurs confessionnelles à mon combat journalistique. Alors, sans jamais rien cacher de qui je suis, je donne jamais trop de couleurs religieuses, parce que je veux que tout un chacun puisse s'y retrouver, y compris les gens d'ailleurs qui sont pas croyants, ou même qui le sont, ou qui sont même franchement opposés à ces questions-là, quoi. Donc après, par rapport au protestantisme, il faut quand même faire gaffe, hein. Il y a c'est le post-protestantisme, hein, qui génère ça. C'est pas le protestantisme en lui-même. Le protestantisme dans lequel moi j'ai grandi, il était plutôt industrieux, il était plutôt rigoureux, il était honorable, en fait. D'ailleurs, dans mon bouquin de
de 2020, je dis tout ce que je dois à cet héritage-là. Puis Dieu sait que je lui dois énormément parce que tout bêtement, le fait d'arriver à l'heure à une séance, c'est un truc de protestant, hein, pas un truc de catho. Le goût du travail bien fait, cette espèce de petite angoisse toujours où tu dis merde, est-ce que j'ai pas loupé un lien dans mon texte? Enfin, tu vois, moi, chaque fois que je vois que je me suis planté, puis tu te plantes forcément quand tu fais un truc, quand tu fais autant de trucs que moi. Moi, je le vis toujours assez mal parce que j'arrive pas à me dire, voilà, je réglerai ça demain. Je suis pas comme ça. Ça, je pense que c'est quand même mes influences protestantes. Enfin, tout ça pour dire que les protestants sont pas vraiment pas moins valables comme personne, enfin, moi, je préfère bosser à la rigueur, je pense que je préfère bosser avec des protestants qu'avec des catholiques, hein, en tout cas dans certains domaines. Et donc, je leur attribuerai pas la responsabilité de ce genre de délire. Ce qu'on voit, hein, c'est quand même une forme de post-protestantisme. Si tu vas en Suède, l'État a quand même un poids. Enfin, moi, j'y allais souvent pour mes compétitions parce que je soulevais des poids. Hein. Enfin, quand j'allais en Suède, je voyais toujours à quel point c'était un règne du collectif, quoi. Tu vois, c'était vraiment, c'était très impressionnant. Toi, une fois, un copain chez qui je dormais, on était sur l'autoroute, puis on se faisait passer par une bagnole, puis il me dit, regarde, tu vois, en entrant le numéro de sa plaque, je peux voir qui est cette personne, où elle habite, si elle a des colocataires, ce qu'elle fait dans sa vie, enfin, tu vois, des trucs qui pour nous sont impensables, quoi, quand même. Donc, mais ça, c'est un post-protestantisme, pour moi, très clairement. Oui, je comprends. Alors bon, cette filiation, mais on avait évoqué avec David justement ces réformes sociétales et moi j'y voyais quand même parce que c'est vrai que les pays du Nord ont été quand même très en pointe là-dessus sur ces histoires de genre, sur ces histoires de sexualité transverse ou je ne sais plus comment, enfin les termes les plus alambiqués possibles et imaginables. La Belgique récemment sur un vote de loi, on l'a évoqué avec David Lépée, a montré justement que qu'on n'était pas une connerie près, c'est ce que tu mets sur ton site, hein, je cite, hein, pour que l'absurde ne devienne pas la norme, et c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'a pas vu les catholiques plus que les autres venir se battre, puisque en fait tous les chiquiers politiques et les grandes institutions, comment dirais-je, comme l'Église ou autres, n'ont pas spécialement réagi à la chose. Les seuls qu'on a vu défiler ou s'opposer dans la rue, c'était pour le coup, c'était les musulmans. On peut aussi s'interroger sur la chose. Ouais, c'est clair qu'il y a une, c'est quelque chose qui m'a pas mal rapproché du monde tradi, hein, chez les catholiques. En fait, si tu veux, moi, à travers ce que je fais, puis à travers ce que je suis, je deviens un pont entre des milieux qui autrement se seraient jamais donné la parole, enfin, se seraient jamais rencontrés. C'est-à-dire, en gros, d'un côté, le monde évangélique, et puis d'un autre côté, catholique, assez conservateur, voire tradi. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, je pense qu'il y a enfin, chacun avec nos sensibilités propres, si tu veux, on voit ce qu'il y a en notre centre, quoi, c'est-à-dire ce qu'il y a chaque fois qu'on est plus proche de la réalité institutionnelle, eh bien, on voit une certaine lâcheté, quoi. Mm-hmm. Si tu veux, c'est le pape qui nous fait un discours enflammé pour nous dire de trier les déchets, mais qui prend pas position, je sais pas, quand on a un génocide qui se passe en Arménie, tu vois. Oui, complètement, absolument. Mais et c'est la même chose chez les protestants. Par exemple, il y a eu un des moments quand même assez où le peuple était quand même au cœur de l'actu. C'est quand j'ai sorti une histoire à la cathédrale à Lausanne. Il y a eu un concert qui était organisé lors d'un festival, leur festival de déconstruction du genre, de machin, tout ça. Enfin bon, bref, festival bobo par excellence. Largement végétarien, enfin tout, quoi, convergence des causes, des luttes. Et puis lors du concert qui avait lieu à la cathédrale, donc la cathédrale qui est gérée par l'Église protestante, hein, dans ma région, il y avait, ils chantaient sur les flics, vos gueules, les masculinistes, vos gueules, les assureurs aussi, vos gueules, etc. Et puis il y avait aussi des trucs sur éjaculer, enfin des trucs très 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 intimes, quoi, si tu veux. Et puis, face à ça, il y a des gens de tous les horizons qui se sont dit, putain, non, mais à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, je veux dire, il y a, tu vois, des gens qui n'auraient pas gueulé si ça avait eu lieu dans dans une boîte, dans une boîte alternative ou LGBT, ils en auraient rien eu à foutre. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais là, ils disent, putain, mais dans une église, est-ce qu'on peut pas simplement, au moins, avoir un respect du cadre, un respect minimal des choses qui se font ou pas selon le cadre. Mais pour arriver à ça, pour arriver à cette prise de conscience,
et aussi d'ailleurs à la prise de position de la présidente du Conseil d'État, donc si tu veux la présidente de ma région. Pour arriver jusque-là, pendant une semaine, j'ai entendu dire voilà, que j'étais d'extrême droite. Ouais, c'est ça. Tu vois, puis tu dis, mais putain, il y a des milliers de personnes, parce qu'il y a quoi, 11 000 personnes qui ont signé une pétition là-dessus. Il y a 11 000 personnes qui signent un truc, des gens de toutes les religions ou d'aucune, des gens de gauche, des gens de droite, etc. Moi, j'ai défendu le truc, si tu veux, j'étais tranquille. Je disais simplement, il faut pas blesser les gens, il faut pas dire n'importe quoi n'importe où. Enfin, tu vois, moi, si dans un concert punk, on dit à mort les flics, je pense que c'est pas super intelligent, mais je m'en fous. Si c'est avec des subventions dans une cathédrale, je pense que c'est pas vraiment terrible, quoi. Donc voilà, mais pour arriver jusqu'à là, fallait passer effectivement par journal d'extrême droite, qui sont vraiment ses amis. Est-ce que c'est vrai qu'il a déjà donné un interview à Méridien Zéro, des trucs comme ça, alors que moi, ma ligne a toujours été la même. Je parle à qui je veux, je suis libre. Ouais. Tu vois. Alors justement, tu touches quand même un truc assez sensible. C'est cette manière, en termes de liberté d'expression, qui est quand même devenue problématique. Ce que tu revendiques toi d'ailleurs, comme à travers le peuple, mais cette réduction ad Hitlerum, comme on le dit généralement, où à peine tu commences à être dans une pensée un tant soit peu divergente d'une espèce de doxa institutionnalisée, te fait passer pour un espèce d'immonde fasciste qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Donc ça devient quand même problématique. Je précise juste que moi, j'ai pas de problème avec les protestants, loin s'en faut. Je suis même assez admiratif d'une certaine rigueur de ce qu'a pu être le protestantisme au XVIIe, XVIIIe, ou même avant, un petit peu avant, enfin au début, quand Calvin, Luther et ainsi de suite. Mais je veux dire simplement, c'est que tu parles d'un post-protestantisme, mais on se rend compte qu'en fait, et c'est aussi ce qui avait motivé, je pense, Danser l'effondrement, lorsque tu l'avais rédigé, c'est cette manière de communiquer. Là, tu parles de Ejaculate et ce qui s'est passé dans cette église protestante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, les églises, pour pouvoir être dans le coup, pour pouvoir être à la cool, comme tu dis, elles sont obligées de vendre leur âme, c'est le cas de le dire, et de donner dans de perdre toute forme de réalité, spirituelle, pour pouvoir attirer du monde et devenir une espèce de supermarché où chacun y perd son âme, plus qu'elle n'y gagne. En fait, tu vois, ce que je montrais dans mon bouquin, c'est que il y avait un passage qui était assez long sur le black metal. Mm-hmm. Et ce que je montrais, c'est que dans les formes les plus sombres et les plus extrêmes, enfin voilà, de métal, à la force, il finissait par y avoir plus de sacralité que dans la réalité des églises où on va en pantacourt avec les doigts de pied apparents, parce que de toute façon, on est déjà courageux d'être là, quoi, si tu veux. Ouais. À la rigueur, les mecs qui font un concert de black metal où je sais pas, ils vont égorger des chauves-souris puis les lancer dans le public, t'as presque plus envie d'y croire. Enfin, t'as plus envie de les suivre parce que eux y croient, tu vois. Donc t'as vraiment l'impression que par ailleurs, effectivement, il y a on va toucher les subventions, quoi. Puis voilà, ça s'arrête là. Donc c'est un peu ça c'est un peu cette infantilisation, elle vient aussi. Il y a aussi une réalité politique, hein, c'est-à-dire que dans la mesure où tu touches du pognon de l'État, tu veux surtout pas être en opposition avec le discours de l'État. Et l'État aujourd'hui est noyauté par des associations qui, sous couvert de lutte contre telle ou telle discrimination, etc., font passer des lignes sur des objets qui ne vont pas forcément de soi. Par exemple, je ne sais pas, la question des bloqueurs de puberté, c'est une question normalement dont on pourrait débattre. Est-ce que réellement, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un âge à partir duquel, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait quand même pas se dire que, je sais pas, il faudrait attendre aussi longtemps que quand on se fait un tatou, par exemple, pour prendre des bloqueurs de puberté. Bon, bref, tout ça pour dire que l'État est noyauté par des fondations partenaires qui sont en fait des fondations militantes. J'ai fait un papier il y a quelques mois, c'était un de mes gamins allait avoir les cours d'éducation sexuelle à l'école. Puis on reçoit le flyer à la maison de la fondation qui organisait ça. Et je regarde la gueule du flyer, hein. Donc mon gamin avait 7 ans ou 6 ans, je crois 6 ans à ce moment-là. Et puis sur le flyer, je vois des logos qui sont gender queer, non-binaire, machin, enfin tout ça. Puis je dis, mais enfin, quand je lis le truc, les gars disent, oui, vous inquiétez pas, tout ce qu'on dit à vos enfants, sera sourcé scientifiquement, etc. Mais voilà, justement, du point de vue, il me semble que du point de vue scientifique, l'existence d'une catégorie non binaire est pas forcément, en tout cas pas une réalité de la biologie, quoi, si on veut. Et donc voilà, c'est des choses, c'est des choses comme ça où j'ai un peu de
je sais pas, je sais pas comment dire quoi. Je pense que les églises, si tu veux, en voulant montrer qu'elles s'opposent pas au discours dominant enfin, au sein de l'État, finissent par devoir suivre une pente qui va tout à fait contre l'enseignement qu'elles devraient délivrer. Alors l'enseignement qu'elles devraient délivrer, c'est pas la manif du Pax, les PD au bûcher ou ces conneries-là. Hein. Moi ça, j'aime pas ça. Hein. Mais juste défendre le sens commun. De dire, bah oui, écoutez, dans une société, il y a une norme, et puis il y a des gens qui se retrouvent pas complètement dans la norme, puis ils ont aussi leur place parmi nous. C'est aussi simple que ça, tu vois. Mais dire ça aujourd'hui est devenu révolutionnaire, c'est ça qui est fou. Complètement. Alors, avant de se quitter, pour terminer cette émission, tu as publié récemment, et ça faisait un peu partie, ça m'intéressait de pouvoir en discuter avec toi parce que c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Enfin bon, en l'occurrence le pape François. Alors le pape François, on a eu discours et contre-discours, on en a eu quelques-uns sur des choses qui relèvent où on est bien loin de la doxa traditionnelle catholique, dans cette espèce d'ouverture au monde désespérée et sans limite qu'a pu représenter le Concile à la fin des années 60, et dont ce pape est véritablement l'incarnation absolue. On l'a vu récemment à Marseille, entre le rapport au niveau... le rapport avec les migrants et cette, comment dirais-je, ce côté d'ouverture à l'autre qui est en fait une espèce de... qui fait du pape un espèce de relais du mondialisme, et c'est assez dramatique de voir comment cet homme de plus de 80 ans on est réduit à argumenter de manière désespérée sur le sujet, mais surtout ce qui toi t'a interpellé, c'est des choses un petit peu plus techniques qui relèvent des fondamentaux, notamment des fondamentaux de la doctrine chrétienne, enfin catholique, en l'occurrence le mariage des prêtres et l'ordination des femmes. Et là, tu poses cette question, ce que j'en pense vraiment du pape François. Alors justement, je te tends le micro pour savoir ce que tu en penses vraiment de ce pape François, parce que on en fait des éloges, certains en font des éloges, même je vois dans les milieux chrétiens conservateurs aujourd'hui, je vois même certaines voix rejoindre un petit peu les grandes idées de son pontificat. C'est quand même très très inquiétant. Ouais, bon, en fait, c'est un pape qui est un pape 100% pastoral. Bon. C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'incarnation absolue de Vatican II, pour reprendre tes termes, moi je pense pas absolue, mais terminale, je dirais. Terminale. Un peu, c'est plutôt comme ça que je dirais les choses. Maintenant, par exemple, là, il y a eu un débat toute cette semaine avec les rangs conservateurs qui sont tout effarouchés parce qu'il a dit il a laissé la porte ouverte à des bénédictions pour les unions homo, pour les couples homo. Bon, mais finalement, moi, j'y vois quelque chose d'assez logique. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, là, où on voyait qu'il parlait à un gamin, un tout petit gamin qui pleurait, puis c'était assez touchant comme moment. Il lui disait oui, je suis très triste, mon père est mort, mais il n'était pas croyant, puis j'ai peur qu'il soit en enfer. Puis bon, le pape disait, mais voilà, ton père, le papa de cet enfant a fait baptiser ses 4 enfants, son fils l'aimait, comment Dieu pourrait ne pas accueillir quelqu'un de cette droiture auprès de lui? Bon, c'est touchant, ça rejoint une logique humaine qu'on peut difficilement contester, à mon avis, mais sur le plan du catéchisme, disons, c'est faux, puisque il s'agirait, pour être sauvé, si on veut, d'avoir la foi. C'est ce qu'enseigne l'Église, hein. Et il faut appartenir à l'Église, bref, voilà. Et là, personne, même le plus conservateur des conservateurs, à moins qu'il ait vraiment un cœur de pierre, se dira que là, on va trouver les gens dans leur détresse avec un discours qui va leur permettre de surmonter. Tu vois, ce gamin, ça lui a peut-être aidé à remonter la pente que le pape lui dit ça de son père, combien même c'est pas complètement aligné avec le catéchisme. J'ai une vision un peu similaire avec cette question de bénédiction des unions homo. Moi, je vais pas mourir sur cette colline-là, tu vois, c'est pas le combat de ma vie, quoi, je m'en fous en fait. Et à la rigueur, je pense que dans les camps conservateurs, on devrait parler de bien d'autres réalités. Je vois des réalités bien plus problématiques que ça, tu vois. C'est le fait que, je sais pas, que la société pousse les 2 parents à bosser pour qu'ils puissent payer leur loyer, leurs taxes et tout ça. Ça, c'est un vrai défi pour les conservateurs, mais que par ailleurs, l'Église dise, écoutez, dans certains cas, au cas par cas, effectivement, le prêtre peut montrer à ces personnes que Dieu bénit leur union, j'en sais rien. La question peut être posée. Moi, ça me choque pas plus que ça. Ce qui me choque, c'est plus l'engagement politique. L'Église a toujours eu un discours politique. La doctrine sociale de l'Église, dont est issu
le distributisme dont je me revendique par ailleurs, puisque c'est la sensibilité politique, enfin économique et politique issue des travaux de Chesterton et de Belloc. Et c'est politique, mais c'est une politique qui est qui est mise en place au service du surnaturel, je dirais. Le problème de ce pontificat, c'est que effectivement, tu as l'impression que le surnaturel est évacué. On a l'impression que, en fait, aujourd'hui, être membre de l'Église, avant de croire en Dieu, il s'agit déjà de bien trier ses déchets, si tu veux. Puis il me semble que ça procède d'un ordre des priorités qui est discutable, quoi. Et donc c'est en cela où moi je suis vraiment très mal à l'aise avec ce pape, c'est que on le voit d'une férocité absolue avec des choses que les gens de ma génération et surtout les gens plus jeunes cherchent, c'est-à-dire la verticalité. On le voit extrêmement féroce avec ça. Je veux dire, moi, quand je vois des images des JMJ, moi, j'ai envie de me flinguer, tu vois. Tu as vu peut-être le prêtre DJ, là, avec son... Bon, voilà, mais personne va à l'église pour ça. Je veux dire, personne se dit, tiens, je vais aller à l'église, il y aura peut-être un prêtre DJ. Ça n'existe pas. Par contre, des gens qui disent, bah tiens, si je vais à l'église, il y aura peut-être du chant grégorien, j'en entends pas le reste du temps, et j'ai l'impression que ça m'aide à prier, ça, il y en aura peut-être. Mais des DJ, on n'a pas besoin de prêtres pour avoir des DJ. Et c'est là où je trouve que ce pape est une figure de la complaisance avec un peu la laideur du temps. J'en fais le pape de la laideur dans ma vidéo. Donc tout ça pour dire que moi, d'un côté, j'ai une certaine sympathie sur le plan humain vis-à-vis de certains discours d'ouverture, comme on dit, même si je les trouve parfois un peu téméraires. Je pense qu'ils procèdent d'une charité, peut-être désordonnée, mais d'une charité quand même. En revanche, je pense que là où il n'y a absolument pas de charité, c'est envers tous les catholiques de tradition qui aimeraient simplement vivre leur foi dans un cadre qui n'est pas complètement contaminé par l'esprit du temps. Et je termine sur un point. Pourquoi pour le pape c'est invivable ? Parce que précisément c'est un pape qui incarne les pires élans progressistes du siècle dernier. On l'a vu quand il est venu à Marseille. À un moment, il a cité les prêtres ouvriers. Je ne sais pas si tu as vu ce moment. Tout à fait. Moi, les prêtres ouvriers, c'est un truc, j'ai plutôt de la sympathie en réalité. Tu vois, tout comme même je peux avoir une certaine sympathie pour la théologie de la libération, aussi surprenant que ça puisse être. Mais enfin, néanmoins, cet engagement de l'Église, j'ai de la sympathie sur le plan humain, sur le plan esthétique, à bien des niveaux. Mais néanmoins, cet engagement trop marqué de l'Église dans le temporel dans les années 60, il procède de la même logique que cet engagement hyper marqué dans l'écologie libérale aujourd'hui. C'est-à-dire le sentiment qu'il y a urgence et que l'Église, soumise à l'évolution de la société, doit évoluer. Mais en fait, ce qu'on demande à l'Église, c'est pas d'évoluer avec le monde, c'est de révolutionner le monde. Et c'est une phrase de Chesterton. Et ça, je pense que le pape l'a pas compris, malheureusement. Pourtant, dans ces discours entre les bénédictions, effectivement, c'était de ça dont je voulais parler dans ma question, les bénédictions des couples homosexuels, mais aussi l'éventualité de l'ordination des femmes ou du mariage des prêtres, c'est toujours quelque chose un peu c'est une espèce de fil rouge qui sous-tend un petit peu les pontificats depuis Jean-Paul II et depuis Vatican II de manière générale. De toute façon, ça vers cette évolution vers le monde. J'entends ce que tu dis et je comprends tout à fait que pour toi c'est pas l'essentiel, mais tu n'as pas l'impression quand même que oui, le combat contre la tradition est un combat complètement stupide de voir bon, le pape a fait de bonnes choses. Moi, j'ai apprécié Laudato Si. J'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment intéressantes de ce point de vue-là. Mais pour le reste, bientôt, tu auras des messes avec des drapeaux LGBT derrière, avec le pape devant. On a eu. Ouais, il y a déjà eu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces concessions au monde, tu touches au dogme le plus profond qui soit, et c'est quand même compliqué de toucher au dogme à partir du moment. Une fois que tu touches au dogme, c'est toute la structure qui s'effondre. Donc, à partir du moment où tu remets en cause ou en question ce qui fait les fondamentaux même de l'existence de l'Église, ça devient quand même particulièrement compliqué. Et de ce point de vue-là, le pape incarne ça, et son rapport à l'identité, son rapport aux migrants, son rapport à tout ça est quand même problématique. Et je parle aussi des homosexuels, de l'ordination et ainsi de suite. Mais j'entends ce que tu dis, que c'est pas pour toi fondamental, mais est-ce que ces coups de canif au fur et à mesure qui détricotent ce qui faisait le dogme et la spécificité de l'Église ne sont pas une concession à chaque fois supplémentaire au monde qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de substance quelque part? Bon, disons, tu peux avoir des femmes prêtres, des prêtres mariés, enfin tout ça tu peux avoir. En fait, ça s'appelle le protestantisme.
Et donc, moi, j'ai rien contre le protestantisme. Le problème, c'est que je suis pas devenu catholique pour redevenir protestant 10 ans plus Bien tard. sûr. C'est là où ça me gêne. Enfin, je veux dire, la pente que ce pape donne à l'Église, effectivement, c'est le protestantisme. Alors, je lui ferai pas tellement de reproches. Et d'ailleurs, même en termes de gestion, hein, même en termes de gestion, avec cette séparation des pouvoirs. En gros, il faudrait toujours une autorité, un peu le système dual comme on a en Suisse, c'est-à-dire des laïcs qui donnent les bons et les mauvais points et qui donnent le pognon à l'Église en fonction de critères qui sont appelés critères de gouvernance d'entreprise. Enfin, tout ce côté-là, c'est quelque chose c'est quelque chose dont je comprends la logique, mais qui en définitive font perdre effectivement à l'Église sa substance, en tout cas qui l'empêche d'être une sorte de choses dans le monde et hors du monde, quoi. Enfin, c'est une ONG de plus, quoi. Je le dis de temps en temps. Après, je lui ferai pas trop le reproche par rapport aux migrants. Enfin, je pense qu'il est dans son rôle. Si tu es catholique puis que tu te défends la sacralité de la vie, je sais pas, dans le ventre du fœtus dans le ventre de sa mère, je pense que tu dois être cohérente. Si une vie dans le ventre d'une mère, une vie est aussi une vie sur un bateau qui traverse la Méditerranée. Donc ça, moi, à mon avis, un catholique peut pas dire faut aller les couler comme ça ils viendront plus. En revanche, effectivement, il y a je pense qu'il y a un désintérêt complet du pape, enfin quasi complet du pape sur les réalités des populations d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je sais pas, t'as des quartiers où une femme peut pas aller au bistrot parce que y a pas de femme, c'est le règne de la non-mixité. Et puis c'est pas les usages de cette civilisation. Puis ça, ils s'en foutent. C'est-à-dire que le but c'est d'accueillir, mais savoir comment on va accueillir, savoir si la substance des peuples qui vont accueillir ne sera pas chamboulée, disons, ça on a l'impression qu'ils s'en foutent. Et puis par ailleurs, je pense qu'il a les yeux grands fermés sur le business aussi de la migration, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est pas une réalité spontanée. Il y a des gens qui se font de l'argent, il y a des gens, enfin, il y a un business qui est soutenu en gros par des ONG. Enfin, oui, c'est un esclavage, ouais, bien sûr, oui. Puis il y a des réseaux, tu vois, moi j'ai pas toujours été journaliste, j'ai aussi travaillé dans des domaines qui avaient trait à la sécurité. Il y a aussi des gens qui rentrent dans le pays d'accueil avec directement le matériel, soit pour cambrioler, soit pour dealer, des choses comme ça. Puis ça, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Et je pense qu'aussi, au bout d'un moment, parce qu'en fait, ils sont pas l'Europe et ils s'en foutent de l'Europe. Je crois qu'ils s'en foutent des Européens, ce pape. Je crois qu'il a une vision, c'est une vision mondialisée. Aujourd'hui, l'Église est devenue de ce point de vue-là un relais d'une logique mondialisée, d'un mondialisme qui n'a absolument pas peur de revendiquer ce qu'elle est. Oui, je pense, oui. Mais en fait, il y a toujours une tension entre l'universalité et les singularismes, si tu veux, dans la foi. Ce qui fait que, par exemple, toi, tu me parlais de l'Academia, je parlais avec quelqu'un que je connais bien, donc on est d'accord sur rien, mais enfin par ailleurs on peut s'apprécier. Mais je parlais avec un bonhomme là-bas, puis le gars me dit ouais, fais chier, dans mon église il y a 5 noirs. Puis je lui dis d'accord, mais quel est le problème? Puis il me dit si on laisse faire, bientôt ils seront 10. Puis je lui dis ça veut dire que tu auras 5 nouvelles personnes dans ta paroisse, tu devrais être content. Puis il me dit, oui, mais enfin quand même, ma paroisse, elle doit rester majoritairement blanche, etc. etc. Et puis, c'est une logique qui n'est pas la mienne, parce que pour moi, moi je suis catholique d'abord, quoi. Je fétichise pas les questions raciales, en fait je m'en fous un peu, quoi. Donc en revanche il y a une question de mœurs, et je pense que c'est là où on devrait peut-être s'arrêter un peu plus, que tu sois blanc, noir, métis, machin, bref, voilà, pour moi ça dit pas ce que tu es. En revanche, si tu vis dans un pays dont tu refuses les mœurs et dont tu veux faire sécession en quelque sorte, là, ça m'inquiète un peu plus. Et puis, je pense que c'est le lot des pays où une immigration complètement non maîtrisée intervient, quoi. Et je pense que ça rend pas service d'ailleurs aux immigrés. Parce que, tu sais, la Suisse est un pays d'immigration. Dans les années 60, c'est les Italiens qui ont construit les barrages, qui ont bossé comme des dingues. Aujourd'hui, le 3/4 des bistrots qui font encore de la bouffe suisse, ils sont tenus par des Bosniaques ou des Albanais.
Et tout ça se fait harmonieusement. Mais pourquoi ? Parce que le tissu culturel du pays d'accueil n'a pas été détruit. Et peut-être aussi parce que les populations que tu cites aussi partagent certainement un socle historique et un socle civilisationnel commun. Ça aide aussi l'intégration, c'est pareil en France, que ce soit les Portugais, les Espagnols ou les Italiens, même si elle n'a pas toujours été simple, même si elle s'est pas faite non plus uniquement avec amour et tendresse, on partage quand même sur l'histoire et sur les fondamentaux civilisationnels l'essentiel. Ce qui n'est pas le cas avec les populations nord-africaines ou subsahariennes. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'on a vite fait de tout placer sous l'angle religieux. Oui. Et on observe qu'avec des peuples européens, mais de culture musulmane, en fait, voilà, il n'y a pas. Je veux dire, on a quand même à peu près les mêmes logiques, quoi. Enfin voilà, il se trouve que toutes les immigrations représentent pas, je pense, les mêmes difficultés à l'intégration, et je pense que c'est corrélé ni à la couleur de peau, ni forcément étroitement, je dirais, à la question de la religion. Maintenant, effectivement, il y a aussi la question du pays d'accueil. Est-ce que le pays d'accueil croit encore en lui-même, ou est-ce qu'il est déjà épuisé, est-ce qu'il est déjà dévirilisé, pour reprendre une image qui sort souvent de ma bouche, quoi. Et je pense malheureusement aussi que l'épuisement des églises est un des facteurs qui malheureusement nous conduisent à ne pas oser dire qui nous sommes et quel type de société nous voulons. Je veux dire, moi, si j'entre en France aujourd'hui, que on va emmerder ma sœur parce qu'elle veut pas montrer ses jambes, je pense que je me radicalise, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Moi, je comprends bien. Mais je pense que c'est une thématique qui nécessiterait une émission à soi seule. En tout cas, Raphaël, avant de se quitter, juste te demander si peut-être des projets, en tout cas des projets d'écriture ou des projets pour le peuple, des petites choses à annoncer à nos auditeurs sur ou bien évidemment les inviter à rejoindre ou sur YouTube tes conférences toujours passionnantes et tes articles sur lepeuple.ch ou sur IO, je sais plus comment ça s'appelle, partager.io. Mais en fait, on y accède depuis le peuple, on y accède depuis notre site. Voilà. Donc au niveau des projets. Au niveau des projets, là, on travaille avec l'Academia. Avec l'Academia Christiana, c'est fort probable qu'on fasse une série d'entretiens vidéo. Donc ça, je me réjouis beaucoup parce que on trouve toujours des choses. Alors j'ai vu d'ailleurs qu'ils étaient dans la liste des mouvements d'extrême droite que Libé vient de sortir. Donc si c'est Libé qui le dit, c'est que c'est vrai. mais ça, je me réjouis énormément parce que j'aime bien qu'on puisse confronter nos différences, mais toujours, je dirais, amicalement, puis quand même avec un socle qui est quand même commun, qui est le socle de la tradition, le socle de la foi, et de ces choses-là. Donc ça, c'est un beau projet pour la France, je pense. Effectivement, moi, j'aimerais bien sortir un peu de la Suisse, j'aimerais bien donner un peu plus de conférences en France. J'ai montré que j'étais pas timide, puis que partout on m'invitait, à peu près partout on m'invitait, j'y allais. Donc ouais, c'est vrai que j'aurais plaisir à donner un peu la réalité. Alors, je suis suisse, on voit que de temps en temps, je peux passer pour un dangereux modéré, mais je suis assez en paix avec ça, en fait. Donc, voilà, c'est essentiel. C'est essentiel. Je pense que c'est intéressant pour les Français d'avoir un regard suisse sur certaines évolutions dans votre pays, par exemple sur le mépris de classe abominable d'un Macron, tu vois, ou ce genre de choses-là. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Puis je pense qu'effectivement, la tradition démocratique à la Suisse, elle donne un regard un peu différent. C'est ce qui fait que David Lépée, qui est un copain, on habite à une montagne de différence, une colline de différence. C'est ce qui fait qu'il est aussi assez souvent en France, peut-être dans d'autres réseaux que les miens, mais voilà. Donc ça, c'est des projets. Et puis, avec le peuple, on a une chaîne YouTube qu'on veut développer. J'ai envie de traiter. Je traitais pas mal d'actualités suisses jusque-là. J'ai envie de traiter de plus en plus d'actualités, je dirais internationales. Là, j'ai fait une vidéo sur le pape. Peut-être continuer sur ce trend. C'est un truc qui me plaît bien, mais sans jamais cacher qui je suis, c'est-à-dire un Suisse avec une logique suisse. Moi, je le vois à peine je suis en France. À peine j'entre dans le TGV, il y a des trucs complètement infantilisants. On me dit de surtout pas oublier mon sac à dos. Voilà, je me dis, après, on s'étonne pas que c'est un pays qui aille pas bien dès qu'il a plus droit, quoi. C'est clair.
En tout cas, merci beaucoup. Garde cette singularité et en tout cas, on a toujours beaucoup de plaisir à te recevoir sur Méridien Zéro. Te remercier une nouvelle fois et qu'on peut retrouver donc lepeuple.ch sur Internet et également donc sur YouTube la plupart de tes interventions. Je te dis donc à très bientôt. Tu sais que tu es le bienvenu sur Méridien Zéro. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Et puis le mot de la fin, comme d'habitude, à l'abordage et pas de quartier. Salut et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci.